Bonjour et bienvenue dans le jardin Grandiflora. Allez, le programme d'aujourd'hui, patates douces, poires de terre et protection des tomates. Allez, les patates douces, bon, ça devient un petit peu un classique dans nos jardins. On s'habitue à planter ce légume puisque l'on parle de tubercules. Alors, il est vrai que pour avoir une belle récolte, il faut quand même de la surface, un petit peu comme les pommes de terre. Donc je vais continuer à installer les différents types de légumes et légumes fruits dans nos jardinières surélevées. Donc cette année, c'est celle-ci qui va recevoir nos patates douces. Cette année, je fais le choix d'une seule variété. Les années précédentes, j'avais testé les variétés blanches, les variétés violettes et la orange, la Beauregard. Cette année, je fais le choix que de la Beauregard, parce que je vais installer que cette jardinière. Ce qui est intéressant dans la patate douce, c'est que ça va être une liane fleurie. Donc pareil, si vous regardez nos précédentes émissions, vous allez voir ce développement qu'il y a sur le Tipeee. Donc c'est ce que je vais reproduire de nouveau dans le potager cette année et qui va être parfait avec notre thème de hauteur que l'on cherche à mettre dans nos différents espaces. Donc il y a le Tipeee haricot, il y a les arches ici et les arches des tomates, il y a notre fameuse tour à salade. Donc voilà, donc ça va être cette hauteur qui m'intéresse cette année. Et là, ça va être parfait. La patate douce va très bien répondre à ce sujet de grimper et s'installer en hauteur. Bon, au niveau du sol, alors, la patate douce, elle veut un sol meuble. Donc c'est ce qui m'intéresse cette année de le tester ici. Les années précédentes, j'avais essayé dans différents endroits du jardin. Là, il faut bien travailler. Le sol doit être très très meuble et il faut que on s'assure qu'il n'y ait pas de pierres ni de racines pour éviter que les tubercules ne trouvent un blocage ou se déforment par différents objets qu'il pourrait y avoir dans le sol. Alors là, ce qui est parfait, c'est que je sais que mes jardinières, naturellement, j'ai déjà 30-40 cm de terre meuble, même si je sais que les arbres aux alentours s'installent quand même, parce que des fois, je retrouve de grosses racines, pas de grosses, des racines. L'idée, elle est d'avoir cette terre meuble. Il faut que la terre soit riche, ça c'est important également. Et puis après, il y a l'arrosage. Mais ça, on va revenir sur l'arrosage. J'ai mis mes gants, parce que j'ai mes fidèles orties que je mets en paillage pour apporter de l'azote quand elles vont se dégrader. J'ai fait mon petit travail de préparation de ma jardinière où j'ai retiré toutes les orties qu'il y avait autour. Aujourd'hui, elles se retrouvent en paillage et il y aura quand même l'ortie que je vais rajouter en poudre dans le sol. Et c'est parti pour la plantation de nos 4 ongles. Alors, quand je disais qu'il ne faut pas de racines, voilà, il y en a quand même. Donc on essaie de retirer un maximum ce qu'on peut. C'est pas de la grosse racine, donc je pense que les tubercules pourront trouver leur chemin. Alors les orties posées comme ça sur le sol, bon, si certains d'entre vous se posent la question en disant ça va pouvoir raciner de nouveau. Non, en fait, vous allez voir d'ici quelques jours, elles seront complètement sèches. Donc il n'y a vraiment aucun risque que la partie haute re-racine. Par contre, je fais en sorte de bien couper le système racinaire, là pour être sûr que lui, posé sur le sol comme ça, ne va pas tranquillement aller chercher de la fraîcheur et des éléments nutritifs. Donc évidemment, il faut couper les racines pour être sûr qu'elles ne reprennent pas dans les bacs tels que c'est là. Mais depuis de nombreuses années où je fais ce procédé d'étaler les orties sur les jardinières, j'ai jamais eu de départ. Et même ce qui est très surprenant, si vous prenez peut-être les images que l'on a tournées il y a 3-4 semaines, il n'y avait aucune racine dans les jardinières, alors que je pose mon azote, comme je le dis, librement comme ça tous les printemps. Donc c'est assez surprenant que ça se développe tout autour, mais pas dans les jardinières. Allez, je rajoute ma petite poudre d'ortie, et là c'est l'azote en direct avec les racines. Alors là pour la prise, je n'enterre pas le collet, même sur les patates, si c'est sur les patates douces, c'est un petit peu comme les pommes de terre. On va venir buter dans quelques semaines. On va laisser le plant bien s'installer et on va faire une petite butée. Donc d'enfoncer le collet sur les patates douces, ce n'est pas trop gênant, étant donné l'opération qu'on va faire dans quelques semaines. Bon, j'ai fini mon installation. Alors l'ortie, plein de vertus, ça on l'a dit. Azote bien entendu, plus beaucoup d'oligo-éléments qui renforcent les défenses immunitaires des plantes. Donc voilà, beaucoup de vertus, il faut en mettre dans vos plantations. Par contre, je me rends compte que c'est pas un répulsif à escargot. Et là, je vois que le câble que j'ai ici, que j'ai installé il y a déjà 2-3 ans, c'est une cordelette avec du cuivre dedans. Je pense que ça n'est plus du tout une barrière. Quand je vois celui qui est en train de grimper ici, là il est parti d'ailleurs, le coquin. J'ai dû le faire tomber. Enfin voilà, vous allez avoir plein d'escargots qui montent le long de mes jardinières. Donc je pense que mon câble n'a plus aucune vertu, aucune utilité. Donc il va falloir que je trouve une autre solution. Alors dans l'immédiat, la solution ça va être mes petits bégonias répulsifs. J'espère qu'ils le sont vraiment.
avant de voir les plants se faire grignoter. On les surveillera tous les soirs. Je vais en planter relativement proche. Il est dit que les bégonias ont des vertus répulsives pour les gastéropodes. Donc je parie sur cette analyse que d'autres ont fait dans le passé, en espérant que ça fonctionne bien, parce que j'en mets partout. Et c'est vrai que c'est déjà très joli, parce que ça amène des couleurs dans le jardin, et en même temps, j'espère vraiment que ça est efficace. Ça l'est, puisque je le teste depuis quelques années. Je dois avouer que je ne suis pas forcément embêté par des plants trop ravagés. Je ne peux pas dire que c'est du 100%, mais c'est quand même une bonne lutte. Allez, travail il est fait pour le potager. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est joli, c'est que c'est une plante liane, donc elle va faire de longues tiges avec de très jolies fleurs. Donc c'est tout à fait ornemental. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle on la cantonne au potager. Ça, c'est une technique que les Anglais ont appelée le foodscaping. On va aller installer des plantes potagères dans les massifs. Allez, c'est parti. Alors même chose. Je vais essayer d'ameublir la terre pour faire en sorte que le tubercule s'installe bien, qu'il n'ait pas trop de concurrence. Bon, là, je suis un petit peu moins incertain parce qu'il y a Protea qui est là, qui doit avoir son système racinaire qui s'installe bien. On a le dauphin, même s'il a besoin de se refaire une santé, qui n'est pas forcément une belle plante. Mais bon, sa forme, elle est quand même là. On a les eucomis, bon ça c'est pas un gros système racinaire. On a les petits abélias là que j'avais bien rabattus il y a 2 mois pour recontrôler leur développement. Donc voilà, donc ça va également s'installer, il doit y avoir des systèmes racinaires. Donc tout ça c'est pour dire qu'il doit y avoir de la concurrence, sans parler des herbes telles que je vois ici, qui viennent aussi dans cet environnement. Donc bon, ça reste une bonne terre, vous voyez, à creuser. Je trouve que ça reste une terre qui est un petit peu plus compacte que la précédente, celle que j'avais dans le potager, mais qui devrait faire l'affaire. Enfin, ce sera intéressant de découvrir au mois de novembre, quand on viendra chercher nos patates douces, de voir comment elles se sont développées par rapport à l'autre contexte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je sens qu'il y a plus d'humidité dans le sol. Naturellement, c'est une terre qui retient un peu plus l'eau. Le jeu, il est le même. Je fais ma petite cuvette. Je vais mettre mon terreau. Petit support de culture pour accompagner l'enracinement. Je rajoute ma poudre d'ortie. Et le tour est joué. Et j'installe mes petits tuteurs. Oups là. Le jeu étant le même que dans le potager, d'amener de la hauteur. J'ai peut-être pas prévu des bambous assez grands, mais j'avais pas non plus envie qu'ils soient trop grands, parce que je voulais pas qu'ils dominent le massif. Juste qu'ils amènent cette petite touche de couleur et cette forme. Ça peut être une nouvelle forme par rapport aux autres plantes que j'ai qui se développent dans le massif. Voilà, donc comme je disais, ça c'est une approche qui est arrivée il y a une petite décennie dans les jardins anglais, cette approche du foodscaping. Donc je trouve que c'est intéressant d'associer les plantes potagères qu'on cantonne beaucoup trop dans des espaces qui sont dédiés au potager, de faire en sorte que les couleurs des plantes potagères viennent aussi agrémenter vos massifs. Parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a beaucoup de qualité dans ce décor qu'amènent les plantes potagères, dont les patates douces, grâce à ce côté liane, cette fleur qui va arriver. Vous allez voir ça dans quelques semaines. Donc c'est très joli d'associer ça avec l'ensemble des plantes qu'il peut y avoir dans vos massifs. Et franchement, même un plant de salade, ça peut être très joli. Même un chou, ça peut être très joli. Même une courge, avec ses longues lianes qu'il peut y avoir sur le sol, avec ses grosses fleurs, ça peut être très joli. Ça rappelle presque l'hémérocale qui va venir en fleurs ici bientôt. Donc voilà, honnêtement, le potager peut être totalement intégré dans les massifs du jardin. Allez, maintenant, assez parlé. Allons arroser également celles que l'on a plantées dans le potager. Alors, les patates douces aiment bien une terre humide. Donc il faut, pour le démarrage toujours bien, donc il faut sur les premières semaines bien arroser. Ça c'est pour aider le système racinaire à s'installer, descendre, prendre un peu de force, que le système aérien également se développe. D'ici quelques semaines, alors là on est début mai quand on fait notre tournage, c'est-à-dire autour de la mi-juin, je pense que dans 5-6 semaines, là on va étaler un peu plus l'arrosage, que je viendrai 2 fois par semaine arroser, je pense, pendant la phase là de printemps. Après on va laisser étaler, c'est pour que les tubercules descendent, aillent chercher l'humidité un petit peu en profondeur. Puis à partir du mois de septembre, donc 2-3 mois après, là on va reprendre l'arrosage de manière un peu plus intensive, et là c'est pour que le tubercule qui là est bien descendu prenne du volume. C'est une description relativement simple, je l'ai toujours considéré dans cette image-là pour m'aider à bien arroser, bien installer, parce qu'il faut que le plant s'installe, après que le tubercule s'installe lui aussi dans le sol, et après qu'il se développe. Et ça, ce développement, c'est sur la fin de l'année, on va être septembre, octobre, novembre, pour cette récolte justement qui sera en novembre. Alors bien entendu, l'arrosage, quand arrive la partie automnale, en principe, on arrose beaucoup moins puisque la météo s'en charge pour nous. Mais pour l'instant, même si la météo est aussi à l'appui à la période où je fais mes plantations, ça va être intéressant quand même d'accompagner la plante pour qu'elle s'installe bien.
Bon, aujourd'hui, je vais faire une nouvelle expérience, planter les poires de terre. Bon, je regrette d'avoir traîné un petit peu avant de faire cette expérience parce que c'est des plants que l'on produit depuis de nombreuses années, mais j'ai estimé que j'avais jamais vraiment l'environnement pour planter les poires de terre. J'ai certainement tort et c'est une vidéo que j'ai vue sur les réseaux de Valentin du Jardin de la Houssaye qui m'a vraiment convaincu. Elle était très bien faite. Il recommande vraiment les poires de terre pour leur simplicité et surtout le résultat que l'on va avoir, où il est dit que dans un plant comme celui-ci, on peut avoir jusqu'à 6 kg de poires. Donc voilà, donc c'est une culture absolument similaire à la patate douce. Ça veut dire qu'il va falloir un sol profond, riche, avec une terre qui est humifère, et puis surtout avoir une humidité ambiante importante. Donc là où l'arrosage va avoir le même jeu en fait que pour les patates douces. Alors au niveau de la plante, ça va former un gros dahlia. C'est vraiment une plante qui va faire à peu près 80 cm de large et puis 80 cm de haut. Et je vais choisir plusieurs emplacements dans le jardin pour les tester dans différents environnements. Alors l'environnement que j'ai choisi ici, en fait vous le voyez, c'est là où j'avais mon broyage de l'automne que j'ai encore pas étalé dans mes massifs. Il a été ici pendant pratiquement 6 mois maintenant. Et donc le décompostage de ce broyage, parce qu'en fait ça commence déjà à créer ce bon humus, ce bon compost là, donc en fait je pense que la terre doit être assez riche ici, de par l'apport du paillage. La présence des orties signale quand même que le sol est également intéressant. Donc voilà, je pense qu'ici, ça va être un bon emplacement. Je pense qu'il y aura suffisamment de lumière. Puis comme je le disais, on va répéter le projet dans plusieurs endroits du jardin. Puis l'idée, c'est pour cet emplacement-là, c'est d'agrémenter également cette façade de la serre. Bon, c'est un petit peu mon inquiétude sur cet environnement-là. Et ça se confirme, c'est que je peux avoir des pierres. Et ça, comme je le disais pour les patates douces, c'est pas top parce que le tubercule du coup va soit être bloqué, soit se déformer. Mais comme je le disais, il va y avoir 4 environnements. Donc là, je décompacte bien. Mais je pense que là, ça y est, mon sol est bien décompacté. La majorité des pierres qui peuvent gêner sont retirées. Je sens l'humidité dans le sol, donc ça, tout est bien. Alors, même chose que les patates douces. Là, je fais attention à ne pas enfoncer la plante trop profond. On va bien arroser dans les semaines à venir avec le même rythme que pour les patates douces. Et je viendrai buter également. Donc, refaire ce petit cône quand le plant aura pris quelques centimètres de plus. Comme ça, on va venir renforcer un petit peu cette prise au niveau du bas des tiges. On va remettre du paillage. Je vais mettre des orties d'abord. Voilà, donc je vais laisser sécher les orties tel que c'est là, et je reviendrai mettre le paillage sans doute dans une bonne semaine. Allez, on va tester le deuxième emplacement. Deuxième emplacement, ça va être ici. Alors, on a le premier, on l'a vu auprès de la serre. Il y aura 2 autres emplacements à l'entrée du potager. Ça sera pour accueillir lors de la saison, parce que comme je l'ai dit, ça forme un beau dahlia. C'est une très jolie plante, une fleur qui va être orangée, donc une plante qui est intéressante aussi pour la fleur. Mais ici, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est la facélie. Il y a 2 ans, j'avais semé de la facélie pour avoir de l'engrais vert. Et puis, il devait y avoir des fleurs qui ont donné des graines qui se sont installées ici au pied du cédrella. Et puis, on a cette merveille qui est également un buffet pour tous ces pollinisateurs qui sont ici. Là, on les voit se régaler. C'est assez extraordinaire. Alors, hélas, je vais être obligé petit à petit de leur retirer la nourriture. Je vais en laisser quand même une bonne partie pour aujourd'hui. Je vais planter ma poire de terre ici. Alors, ce qui m'intéresse avec la facélie, c'est que dans le système racinaire, il y a une racine qui s'est développée, qui a capté énormément l'azote, donc il va y avoir un environnement très riche dans le sol. Et puis, de ce que je suis en train de nettoyer au niveau de mon sol, je récupère la facélie, je laisse le petit géranium ici, je récupère la facélie que je vais broyer et que je vais étaler autour de ma plantation et qui, comme l'ortie que l'on a vu tout à l'heure, va sécher et apporter de l'azote. Voilà, donc beaucoup de bienfaits dans tout ça. Ça va être, j'espère, le bon environnement. Alors l'environnement, bon là on a un gros nuage qui nous passe au-dessus, donc on ne voit pas trop que c'est dans un emplacement ensoleillé. Ça l'est quand même. J'espère que le pommier qui est juste derrière moi, chez le voisin, ne va pas amener trop d'ombre quand même. Bon, on comparera avec les autres plantations, celles auprès de la serre, les 2 qui seront plus au soleil, et puis celle-ci qui va être, je pense, dans un environnement très riche, qui devrait être parfait pour le développement des tubercules. Allez, c'est parti, on fait une petite place. Alors pour l'instant, je fais que la petite place pour la plantation, parce que comme vous le voyez, il y a du travail autour de moi. Ça, une fois que le potager sera fait, je pourrai me consacrer à tout ce désherbage et paillage pour que les massifs soient beaux pour cet été. Alors vous constatez peut-être, de nouveau, je ne suis plus forcément dans le potager. Le potager, il est derrière moi. Je commence à être dans un environnement plus paysager, de massif. Alors on a certes une haie variée, avec un peu de mauvaises herbes autour de moi, où j'ai un peu de choix et de tri à faire, de la taille à reprendre. Mais ici on a l'ail qui est en train de pousser, et l'ail d'ornement qui était un petit peu dispatché l'année dernière dans les massifs que j'ai
regroupées ici. Donc voilà, on retrouve cette approche du foodscaping associé des plantes nourricières dans des lieux de décor, des massifs, et je trouve ça très bien. Donc voilà, donc c'est le deuxième choix de la journée de faire du foodscaping. Bon, engrais vert, voilà, ça c'est le thème que l'on recherche de plus en plus pour, après vos plantations, vous mettez de la moutarde, du trèfle, de la facélie. Vous avez des plantes qui aident énormément le travail du sol. D'abord, les systèmes racinaires vont faire un énorme travail de décompactage du sol et de capter l'azote qu'il peut y avoir dans le sol pour le réunir autour de leur système racinaire. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est comme je suis en train de le faire, c'est que vous récoltez la partie aérienne de la plante, vous broyez et vous réétalez autour de vos plantes pour amener cet engrais vert qui va se décomposer et qui va alimenter le système racinaire. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche ici. Donc ça va être bénéfique. Alors j'espère que je ne le fais pas trop tard, parce que autant c'est un plaisir de voir tous les bourdons et les autres insectes pollinisateurs s'intéresser à la plante et venir se nourrir sur ses fleurs, mais qui dit fleurs dit derrière graines. Et peut-être qu'en fait, je l'ai fait trop tard et que les graines se sont déjà décimées un peu partout. Et dans mon broyage que je viens de faire, bien entendu, je vois qu'il y a aussi des fleurs, donc certainement qu'il y a des graines. Bon, est-ce que c'est dommage d'avoir beaucoup de facélie dans le jardin? En fait, vous le voyez, non, c'est tout aussi intéressant pour le côté ornemental, parce que c'est une très jolie plante. Mais bien entendu, s'il y a les graines, elle peut être un peu invasive, donc ça fera de l'engrais vert un peu partout dans le jardin. Et ça, c'est pas plus mal non plus. Et voilà, maintenant, on verra le résultat. C'est automne, ça va attendre la fin de l'année. Donc les poires de terre se récoltent quand la plante... aux premières gelées. En fait, quand la partie aérienne va geler, et c'est là qu'on récolte la poire de terre. Donc ça nous laisse un petit peu de temps. Allez, maintenant, on va aller protéger les tomates, parce que entre aujourd'hui et le jour où on récoltera ce légume, la poire de terre, il y aura une saison complète qui se sera passée, dont la récolte des tomates. Et les tomates, je pense qu'il faut les protéger pour avoir une belle récolte cet été. Allez, je vous explique. Alors mes tomates, je les plante toujours début avril. Cette année, ça a été mi-avril. Mais avec le mois d'avril que l'on a eu, le dicton « au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil », ça n'a pas été le cas cette année. Il faisait même plutôt chaud, donc on avait plutôt intérêt à se découvrir. Ce qui fait que je ne vais pas du tout protéger mes tomates en me disant « les seins de glace, mi-mai, c'est bon ». On est assuré maintenant de ne plus avoir de gelée. Bon, je pense que c'est une réalité par rapport au froid. Par contre, il y a un élément que je n'avais pas pris en compte, qui est la pluie. Parce qu'on est début mai au moment où je vous parle, et on est dans une phase de pluie, on est dans un cycle où il va y avoir beaucoup d'arrosage naturel. Alors c'est tant mieux pour tout ce qui est plantation, pour l'entretien du jardin. Je dois avouer que retirer les mauvaises herbes, c'est un jeu d'enfant, parce que ça vient tout seul avec cette terre humide. Mais pour le feuillage des tomates, et pour le feuillage de toutes les plantes qui sont sensibles à l'oïdium et au mildiou, ça c'est pas terrible. Pas une bonne chose. Alors là, les plants sont encore un petit peu aérés, donc ça va. Le vent qui vient balayer les feuilles fait que ça s'assèche, fait que l'eau ruisselle s'en va du plant. Par contre, ça reste une plante qui est sensible au mildiou. Donc il est quand même préférable, étant donné ces prévisions météo qu'on a dans encore 10 jours, peut-être 15 jours, de cette alternance de soleil et de pluie, parfois des pluies assez fortes, je pense qu'il est préférable. J'ai les housses dans l'abri de jardin, ce serait quand même regrettable d'avoir les housses à domicile et de ne pas les poser et de perdre sa culture. Donc franchement, je pense que si vous avez des housses, et même si vous n'en avez pas, je pense qu'il est judicieux d'aller en prendre pour éviter d'avoir le développement des maladies dans cette première phase d'installation des plants. Alors ça arrive souvent que c'est au mois de juin que cette humidité peut être présente. Alors en dernier, c'était canicule, c'était pas du tout le contexte, on a eu de très très belles récoltes, mais ça arrive quand même assez souvent que le mois de juin, on ait des pluies qui gênent les plantations et il arrive souvent qu'on perde tout. Donc voilà, pour éviter ça, les housses, ça fait un très bon travail. Donc le sujet, on enfile la housse ici, on vient la graffer sur le sol pour éviter qu'elle ne bouge de trop. Et voilà, ça va créer ce microclimat. La pluie va ruisseler le long de la housse, viendra arroser les pieds, ça c'est tout bénef. Et la housse, vous allez voir, elle est ajourée avec plein de petits trous qui laissent passer l'air et qui laissent ventiler. Donc voilà, donc, beaucoup d'intérêt à utiliser ces housses dans cette approche de protection et de réussir ces cultures. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Une petite fixation pour éviter que la housse ne descende le long du tuteur. Alors tuteur, vous avez peut-être vu que j'ai commencé toute mon installation. Alors, pour les tomates cerises, j'ai prévu
des arches pour qu'elles viennent s'installer. Ça a été magnifique l'an dernier, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose cette année. Vous voyez peut-être ces tuteurs que je fais de manière transversaux parce que je garde toujours 2 tiges sur chaque plant de tomate. Très souvent, et on va bientôt commencer, vous savez, on a ce nettoyage où on retire tous les départs qu'il y a entre les feuilles, ce qu'on appelle les petits gourmands. On les retire. En fait, souvent, le premier ou la première ou deuxième couronne, je la laisse et elle nous donne ce nouveau départ sur ces tuteurs. Comme ça, on a un peu plus de tomates. C'est l'objectif. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle vous voyez ces tuteurs en oblique, qui me gênent un peu aujourd'hui pour mettre mes housses, mais c'est pas très grave. Il est encore temps de... Les plants sont encore assez petits pour s'installer dans la housse. Voilà, allez, maintenant, aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, c'est magique. Alors, je viens de m'exposer de ma fierté d'avoir ces arches. C'est vrai que je suis content, surtout que je sais que le rendu va être là, et je le dis, l'an dernier, c'était parfait. Par contre, pour mettre ma bâche, ma housse, pas terrible. Donc, ayez des tuteurs de remplacement si vous faites cette approche pour pouvoir protéger à côté de cette structure que vous avez installée, le temps de laisser cette période de pluie passer, et après, vous pourrez retirer le tuteur d'appoint. Voilà. Alors pourquoi planter si tôt? Pourquoi planter avant les seins de glace? Pourquoi se presser à planter? Tout simplement pour avoir des fruits plus tôt. Et là, je commence à voir toutes nos fleurs qui sont sur les plants, donc je pense que ça va bien fonctionner. Et le point important, c'est que tous ces petits trous, je vous ai dit, ils laissent passer l'air, mais également, ils vont laisser passer tous nos petits insectes butineurs qui vont venir sur les fleurs et faire en sorte qu'on ait plein de fruits. Allez, avant de vous quitter, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont pris le temps de commenter notre vidéo sur la tour à salade. Allez, je me rapproche de ma tour. Je remercie Jean-Noël qui a fait un commentaire intéressant. Alors lui qui suggère de planter les salades à l'horizontale, donc une fois que j'ai fait mes trous, 6 cloches, choisir voilà, un côté, planter, attendre que ça racine. Et une fois que c'est raciné, on tourne, on pose et on plante l'autre côté. Je pense que c'est intéressant. Alors est-ce qu'on est obligé de tourner comme ça ou alors à voir. Si on fait seulement un quart de tour, pour éviter que la terre ne retombe de l'autre côté. Mais c'est intéressant de se dire effectivement, on laisse le système racinaire bien s'installer avant de mettre la tour à la verticale. Bon, ça c'est un sujet que je trouve très intéressant, pragmatique, donc à voir si je l'essaye. Anne-Lise aussi a fait un très bon commentaire et je trouve ça très intéressant. La recommandation peut-être de faire le trou à la 6 cloches en biais, de chauffer le plastique, de faire venir ouvrir une bavette au niveau de mon plastique qui remplace le côté des petits pots. Alors, je trouve ça aussi très, très judicieux. Donc à voir, comme vous voyez, j'ai un tube ici qui était destiné à aller dehors, donc il va trouver sa place très vite et je vais continuer à écouter et lire vos commentaires et regarder quelle est la meilleure solution. Mais comme vous le voyez, ma solution fonctionne pas si mal. Je retire mon tube provisoire. Ben voilà, regardez, et je ne l'alimente qu'avec l'Oya, donc c'est intéressant. Là, ça descend très très vite. Donc, comme on pouvait l'imaginer, les premières prennent plus l'eau que... alors, je trouve qu'en dessous, quand même, c'est pas mal. Donc c'est plutôt le rang du milieu qui a un petit peu plus soif. Mais ça fonctionne quand même très bien. Et comme vous le voyez, les salades qui sont dans les sacs, qui ont été plantées 15 jours avant, se développent très bien. Et il y a une variété, là, je dois avouer, qui s'est particulièrement bien développée. Alors, je vais commencer ma récolte pour aérer cet ensemble. Donc je viendrai certainement manger celle-ci ce soir. Je viendrai demain ou après-demain prendre celles qui sont sur les extérieurs. Tout ça, c'est pour laisser les pommes de côté et du milieu s'installer. Donc voilà, ça va être première récolte, ça va être intéressant. Alors, je retire le système racinaire volontairement pour ne pas le laisser dedans et pour renouveler la plantation. Et vous voyez, c'est un tout petit système racinaire. Et voilà, au moins première récolte de cet essai qui fonctionne très bien. Je vous le recommande. Allez, je vous retrouve très vite pour un nouveau partage autour de notre loisir favori. J'en ai bien.